Bienvenue tous donc à la librairie des Grains des Mots. On est très content de vous accueillir aussi nombreux. Donc moi je suis Léa et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandro Pignocchi. Alors comment ça va se passer ce petit temps ensemble? Donc on va discuter un petit peu des livres et du propos d'Alexandro. Après vous allez pouvoir aussi lui poser des questions. Donc ça va être en gros pendant 1 heure et après grosse séance de dédicace. Et pendant ce temps-là, on vous paiera un petit coup à boire offert par les Amis du Grain des Mots, association à laquelle vous pourrez adhérer parce qu'en début d'année, on adhère aux associations. Voilà, et puis si jamais c'est la première fois que vous venez dans cette librairie et que vous la trouvez super, eh bien sachez que vous pouvez suivre toutes les rencontres qu'il y a au fil de l'année en vous adressant à la caisse pour vous inscrire sur la newsletter. J'ai tout dit. Bon, je suis un petit peu impressionnée, donc excusez mes hésitations, mais surtout on va laisser la parole à Alexandro. Alors, je te présente rapidement avec mes petites notes. Donc, tu es chercheur en sciences cognitives et arts et sciences de l'art. Non, philosophie de l'art. Mais ancien chercheur. Ancien chercheur, bien sûr. J'ai noté ancien devant. Et ornithologue amateur, ce qui n'est pas négligeable. Et il y a en gros 5 ans, finalement, tu décides de te vouer à à autre chose qui te plaît beaucoup dans la vie, la BD. En commençant par le Anente, où tu racontes tes voyages en Amazonie, et puis en faisant un parallèle avec ceux de Descola. Donc, et c'est quelque chose, c'est cette rencontre avec les écrits de Descola qui ont vraiment changé, basculé ton regard sur le monde et l'écologie. Et puis après, tous les ans, tu publies un nouveau roman graphique, un nouvel essai. Et donc le deuxième, Petit traité d'écologie sauvage, qui est un des 3 de traités d'écologie sauvage, dont aujourd'hui on va parler plus particulièrement de Mythiopoïse. Donc c'est quoi, des romans graphiques, des BD? BD, ça me va. BD, ouais. On va dire BD, je connais pas trop la différence non plus. Moi non plus. Pas Alors ces BD, elles sont faites de plein de petites scénettes où tu t'amuses à renverser un peu les choses. Donc on est pas très très loin de notre société actuelle et finalement incroyable, un renversement, le monde devient animiste pour une grande majorité, sauf un petit quartier, petite ville qui résiste à ça et qui conserve les traits plus occidentaux qu'on connaît. Donc on a un anthropologue Chivarro qui étudie avec passion, comme nous on pourrait étudier une autre culture, ce reste de civilisation actuelle. Donc voilà, on s'amuse beaucoup à voir Angela Merkel et Donald Trump vivre des expériences très profondes, en grande connexion avec le monde naturel, et puis à côté Macron qui fait des bêtises, qui est insupportable. Ça fait du bien. Mais au-delà du côté drôle, dans toutes tes BD, ce qu'on retrouve vraiment, c'est du coup le fait c'est cette déconstruction du concept de nature qui est quand même, je pense, qui révolutionne. A priori, c'est pas quelque chose de très récent, mais ça change beaucoup l'idée de l'écologie qu'on a. Ouais, c'est ça. Ça vient donc de Descola, comme tu l'as dit, même si l'idée vient pas de lui. Elle remonte à bien plus tôt, mais lui, il lui a donné une forme assez efficace. Enfin, je sais pas, qui a lu ou connaît au moins Descola pour savoir. Ouais, mais à chaque fois que je fais une rencontre, ça augmente un petit peu. C'est l'anthropologue français sans doute qui a le plus essaimé en dehors des murs de l'université, et notamment grâce à cette idée qui est quand même un peu catchy, quoi, à laquelle il a donné, maintenant il n'hésite plus à lui donner cette forme un peu punchy de dire la nature n'existe pas. C'est comme ça qu'il attire l'attention. J'imagine que s'il était resté fidèle au monde universitaire, il n'accepterait pas cette formule un peu simpliste, mais en tout cas c'est ça l'idée, quoi. C'est que avant de lire Descola, la plupart d'entre nous considèrent que notre concept de nature renvoie à quelque chose qui existe dans le monde, qui est une donnée objective, et que le mot nature ne fait que désigner quelque chose qui existe, quoi. Et donc Descola nous dit non, c'est une construction culturelle comme tant d'autres,
Et la plupart des autres peuples du monde, les non-occidentaux, n'utilisent pas ce concept-là, et donc pas la distinction qu'on trace entre nature et culture. Et du coup, moi, ça a coïncidé avec le moment où enfin, la découverte des textes de Descola a coïncidé avec le moment où non seulement je trouvais pas de poste fixe, mais en plus je perdais un peu la foi dans la recherche académique. Et du coup, comme beaucoup de gens, ça a entraîné, je me suis complètement réorienté. Baptiste Morisot dit la même chose, j'ai vu que tu avais son livre là sous la main, la piste animale, son avant-dernier livre, commence comme ça, quoi. Il dit, avant avec mes amis, quand on se demandait qu'est-ce qu'on fait ce week-end, on répondait on va dans la nature. Et après la lecture de Descola, on ne pouvait plus dire ça, et ça nous a obligés à faire preuve d'imagination théorique pour trouver des nouveaux termes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, enfin, il y a deux effets à la lecture de Descola, quoi. Le premier, c'est effectivement un espèce de chamboulement intellectuel qui est de l'ordre de ce que produit l'anthropologie quand elle fait bien les choses, c'est-à-dire quand elle nous fournit des contre-exemples, un peu en miroir, qui nous permettent de rendre pensable, de donner une prise à la réflexion, à des concepts qui sinon seraient si évidents pour nous qu'on ne peut même pas les penser. Ils sont dissous dans l'évidence. Le fait qu'il y ait une distinction entre nature et culture, on baigne dedans depuis la naissance, donc c'est l'évidence même. La pensée n'a pas de prise sur... À partir du moment où on nous dit non mais c'est pas une obligation. On peut penser le monde sans cette distinction-là. Là d'un coup on est comme un peu soulevé du sol, quoi. On prend de la distance par rapport à soi, et il y a tout un univers intellectuel qui s'ouvre dans la mesure où la distinction entre nature et culture structure à peu près toutes les idées conscientes, théorisées, mais aussi les structures mentales inconscientes qui façonnent notre rapport au monde. Voilà les concepts de travail, de progrès, même notre ontologie naïve, c'est-à-dire la façon dont on envisage spontanément la perception, le fait qu'on voit que le monde est objectivement là, et que notre perception, aidée par les outils scientifiques, ne fait que mesurer, capter un monde objectivement là, quoi. Pour les Indiens d'Amazonie, c'est l'inverse. La perception façonne le monde, construit le monde beaucoup plus qu'elle ne le mesure. Donc vraiment, tous les... Après la lecture de Descola, on sent qu'on peut partir vraiment intellectuellement dans n'importe quelle piste, n'importe quel sujet qui nous intéressait avant sous un certain angle peut se retrouver éclairé par un jour nouveau. Donc évidemment, c'est assez enivrant intellectuellement, quoi. Et ensuite, ça c'est pour le côté un peu défi intellectuel, mais ensuite il y a la couche normative, disons, puisque de plus en plus de gens nous disent qu'il n'y a pas d'issue à la crise environnementale qu'on traverse sans se débarrasser de ce concept occidental de nature, quoi. Puisque la façon dont ce concept, enfin le premier... disons, la structure la plus fondamentale que la distinction nature-culture inculque en nous depuis la naissance, c'est l'idée que les non-humains, les plantes, les animaux, les milieux de vie sont séparés des humains, sont dans une sphère autonome, et que leur statut est fondamentalement un statut d'objet. C'est-à-dire on les exploite ou on les protège, mais dans tous les cas, leur valeur ne dépend que de l'utilisation qu'on en fait, quoi. Et c'est ça qu'il s'agirait, d'après un certain nombre de gens, dont Baptiste Morisot, moi et tous ces néo-descoliens un peu Nastasia Martin, Vinciane Després, toute cette espèce de groupe qui s'est constitué sous le chapeautement intellectuel de Descola, disent que voilà, c'est ce mode de relation-là qu'il s'agit de défaire, et il faut œuvrer à aller vers un rapport au monde où les plantes, les animaux et les écosystèmes ne sont plus des objets qu'on protège ou qu'on exploite, mais des sujets avec lesquels on interagit avec des interactions qui relèvent du social, quoi. C'est-à-dire on tient compte spontanément de leurs intérêts propres, de leurs motivations, de leur place dans le monde, de leur point de vue. Et donc on n'est plus dans une relation d'exploitation ou de protection, mais en gros de négociation ou de diplomatie, comme dit Morisot, hein, c'est le titre de son premier livre, Les diplomates. C'est comment on fait de la diplomatie avec des non-humains auxquels on attribue un statut de sujet à part entière, quoi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça va plus loin que ça. Enfin, c'est le premier pas, mais on retrouve ça même dans les faits sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que ce rapport sujet-objet, on le retrouve aussi entre différentes classes de la société. Et du coup, on se rend compte que le fait de déconstruire ce concept de nature et de le remettre en question, ça permet aussi de faire converger les luttes environnementales et sociales, quoi. Bah, complètement. S'il n'y a plus de concept de nature, il n'y a plus de lutte sociale et environnementale. Il y a des luttes existentielles, mais il n'y a plus de distinction entre le social et l'environnemental. Et évidemment, ça donne l'écologie devient politique de façon évidente, quoi. Puisque déjà, si on se défait du concept de nature, les plantes et les animaux entrent en politique. Ça devient des sujets politiques. Donc évidemment, a fortiori, il n'y a plus de distinction entre lutte sociale et lutte environnementale.
Et oui, c'est sans doute la clé de notre époque, quoi. C'est comment opérer cette jonction-là. Ouais. Petite curiosité, vous connaissez avec Baptiste Morisot Ouais. Vous connaissez bien. Ouais. Et j'essaye un peu de toute cette petite bande, c'est assez mignon ce groupe-là qui s'est constitué, où on se relie, on s'envoie des trucs, on se voit régulièrement, avec donc Baptiste Morisot, Nastasia Martin, Vinciane Després, dans un petit peu en dehors, mais quand même connecté, Pierre Charbonnier et Bruno Latour. Et ouais, j'aimerais bien leur faire signer un truc un petit peu virulent politiquement, quoi, une espèce de tribune commune à toute cette bande d'escoliens, mais pour l'instant, j'arrive pas. Mais ça va venir. Mais pour reprendre ce que tu disais sur le fait que le concept de nature déborde d'une certaine façon sur les relations humaines, que la relation d'exploitation ou de protection, en fait, là, du coup, il faut introduire Je suis navré pour ceux qui étaient là à Supagro, je répète exactement la même chose, mais c'est difficile. Mais que disons, l'existence du concept de nature à l'occidental est verrouillée par un autre pilier fondamental de l'Occident moderne, un autre qui fascine complètement mon anthropologue Givaro, parce que précisément en Amazonie il n'existe pas, c'est l'indépendance des faits économiques. L'idée le fait qu'en Occident, au fil du 19e siècle, en gros, les faits économiques ont acquis, en tout cas dans la mythologie occidentale, une forme d'indépendance et de position surplombante. C'est-à-dire qui détermine le reste de la vie sociale. C'est tous les trucs très classiques, les critiques très classiques qu'on entend, où les points de croissance, le PIB, etc., sont devenus des fins en soi, et non plus des outils. Et du coup, le jeu économique détermine l'ensemble des relations sociales et l'ensemble des relations à l'environnement, quoi. Or, le jeu économique ne peut se nourrir que d'objets. C'est le principe même de l'économie. Il faut que chaque chose soit interchangeable, que chaque domaine de l'expérience puisse être chiffré précisément et être interchangeable avec n'importe quelle autre chose. Donc on peut, par exemple, la compensation écologique, on peut détruire une mare ici et planter un arbre là, et comme on l'a chiffré économiquement, tout est commensurable, quoi. Or, ce caractère d'interchangeabilité des choses n'est possible qu'avec les objets. Il n'y a que des objets qui sont interchangeables et auxquels on peut attribuer une valeur chiffrée. À partir du moment où je reconnais le statut de sujet à l'autre, il n'est plus interchangeable. On peut pas interchanger un ami, un membre de la famille contre une autre entité de même valeur. A priori, c'est pas comme... Et du coup, une sphère économique autonome tire vers l'attribution d'objets à tout ce qu'elle touche, y compris les humains, qui deviennent donc des ressources humaines et qui deviennent eux aussi interchangeables, jetables, et dont la valeur ne provient plus que de leur inscription dans un jeu économique. Et du coup, la sphère économique, tant qu'on lui autorise ce caractère surplombant et d'outil de décision, maintenant c'est devenu le principal outil d'auto-légitimation des classes dirigeantes, quoi. C'est qu'elles sont au service de ce jeu économique. Et donc, ce jeu économique tire forcément dans la direction de transformer l'intégralité du monde en objet. Et l'anthropologie de la nature explique qu'il faut tirer en sens inverse et au contraire étendre le statut de sujet, donc évidemment à tous les humains, ça c'est censé être le cas, dans notre monde on est censé, mais en l'occurrence c'est pas le cas, et de l'étendre bien au-delà de la sphère de l'humanité pour faire rentrer le plus possible de non-humains dans la catégorie des sujets. Et c'est ça que j'aimerais bien que ce groupe d'escoliens reconnaisse publiquement, quoi, de façon un peu pour introduire un peu une forme de conflictualité dans le monde académique. C'est-à-dire, si on accepte les règles du jeu économique, on se condamne, en termes d'écologie politique, au mieux à l'inutilité, quoi. C'est-à-dire, il n'y a aucune possibilité d'avoir une écologie qui propose un avenir un peu désirable, tout en acceptant ce caractère surplombant de la sphère économique. Donc, faire comme si on croyait à la croissance verte, aux énergies renouvelables, etc. Et voilà, j'aimerais bien on est tous d'accord là-dessus, quoi. Ouais. Simplement, comme évidemment, Morisot, c'est une espèce de philosophe intégriste, donc évidemment, dès qu'on commence à imaginer une formulation commune, on n'est jamais d'accord sur les termes, etc. Donc ça va être très... Mais en l'occurrence, ils sont tous d'accord, non seulement que ça les frustre qu'il n'y ait pas une position politique commune un peu virulente dans ce groupe-là, et ils en ressentent le besoin, ils sont d'accord sur le fait que ça serait drôle d'essayer d'arriver à une formulation commune, même si ils y croient pas. En tout cas, moi, la façon dont je formule les choses à la fin de Mythopoïèse, ça leur convient pas, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est vrai que t'avais imaginé écrire les trois ?
Non. Ouais, c'est venu les uns après les autres. À la base, c'était même des publications de blog. Oui, c'est ça. Le petit traité d'écologie sauvage, les premiers, j'ai commencé à faire ça sur mon blog pendant que j'écrivais Anand. Où Anand, c'est l'histoire de mes premiers voyages chez les Givaro, où je suis parti avec un projet très intellectuel, justement, de voir à quoi ressemble un monde où les gens, les Indiens en l'occurrence, sont supposés discuter quotidiennement et négocier chaque interaction avec les plantes et les animaux. Et de ce point de vue-là, ça a été en partie une déception. Et du coup, le propos d'Anand s'est décalé de ça. Et finalement, presque d'une certaine façon, pour contrebalancer cette déception, j'ai commencé à imaginer des petites histoires où tout le personnel politique a muté du jour au lendemain et est devenu animiste pour pouvoir quand même travailler ces concepts-là avec les outils de la BD et de l'humour absurde en l'occurrence. Quoi. Et donc c'est tous les premiers Mythopoeies, finalement, c'est le premier que je fais en sachant dès le départ que ça fera une publication papier. Quoi. D'accord. Parce qu'on sent entre les trois, c'est l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il y a une montée en puissance de ta politisation aussi. C'est, surtout sur le dernier, les 3 dernières pages, voilà, c'est très tranché, quoi. Ça, c'est parce que j'ai découvert la ZAD entre les deux. C'est ce que j'allais dire. Et en l'occurrence, c'est c'est quand même une école de politisation express assez radicale, quoi. Mais surtout que je viens pas de... Oui, tu viens d'un milieu politisé ou pas? Pas du tout. Ouais. Une famille d'anciens résistants, communistes, machin, mais je m'étais complètement désintéressé de la chose jusqu'à il y a peu. Et je pense que j'avais hérité un peu inconsciemment de la méfiance qu'une certaine partie du monde universitaire nourrit à l'égard des milieux militants. Quelque chose d'assez naïf, comme si on se frottait au militantisme, on allait perdre une espèce d'objectivité fantasmée du milieu scientifique. Tout ça, et à l'époque aussi, j'aurais accepté que c'était complètement absurde, mais néanmoins, je m'étais assez peu. Et voilà, c'est vraiment la rencontre avec la ZAD qui a accéléré tout ça, évidemment. Quoi. Bon, moi, je vais te demander de nous raconter alors comment t'arrives à la ZAD. Ah ouais. Est-ce que tu étais destiné à arriver à la ZAD, tu crois? Et du coup, qu'est-ce qui... Oui, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ouais. C'est ça. Parce qu'il y en a d'autres, mais ouais. Je te redemande de raconter l'histoire. Ça risque d'être long, quoi. C'est le problème, il faut que je fasse un peu le tri dans... C'est toi le chef. Non, mais disons que j'y suis allé à la base avec un peu les mêmes ambitions intellectuelles que chez les Givaro, vu que je commençais à lire, notamment sous la plume de Latour, de Bruno Latour, chez Descola aussi, que peut-être il se passait justement quelque chose sur les ZAD et les luttes territoriales plus généralement, quelque chose qui relevait de ce changement de direction de l'Occident vers un monde où les habitants non humains du territoire se verraient accorder le statut de sujet. Donc voilà, j'y suis allé là aussi avec une approche très intellectuelle à la base, mais que j'ai perdu immédiatement en arrivant sur la ZAD, vu que c'est un territoire qui a un pouvoir d'absorption qui est vraiment sidérant, quoi. Et donc comme à peu près tous les gens qui y vont, j'ai été absorbé, j'ai complètement abandonné le projet de BD, etc. Et tout ce que je raconte, en tout cas dans la première partie de ma BD sur la ZAD, je l'ai vécu sans aucune intention de le raconter dans un deuxième temps, quoi. L'idée de faire une BD devient complètement et très vite devenue très secondaire. Et, t'es vraiment dans un AP, quoi. C'est ça, et notamment par le pouvoir de fascination, c'est pas de la fascination parce qu'on est dedans, la fascination ça donne une impression extérieure, quoi. Le pouvoir d'absorption vient entre autres du fait que pour le coup, autant chez les Givaro il y a une part de déception parce que j'ai pas pu trouver ce que j'étais venu chercher, autant sur la ZAD ça allait bien au-delà de mes espérances, c'est-à-dire que ce rapport au non-humain et au territoire fondé sur des liens affectifs, des liens de sujet à sujet, une prise en compte extrêmement spontanée des intérêts des non-humains, est vraiment tangible en permanence, quoi. Y compris chez des gens qui n'ont aucun intérêt naturaliste par ailleurs. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que ça baigne l'ensemble des interactions sociales, et comme la ZAD c'est quand même un territoire relativement étendu, c'est pas une communauté, quoi. C'est plein de petites communautés, etc. On a vraiment le sentiment d'être dans un monde vraiment qui se compose sur des bases autres. Donc là ce que je venais chercher, je l'ai trouvé bien au-delà de ce que j'espérais, et ça fait énormément de bien, quoi. Parce que on est beaucoup à souffrir du sentiment un peu de claustrophobie que fournit le monde qui s'uniformise, cette impression qu'il n'y a plus d'échappatoire, quoi. Que voilà, on peut traverser le monde et aller en Amazonie, on trouvera à peu de choses près le même rapport au monde qu'on a chez nous. Et je pense qu'il y a chez beaucoup de gens, n'ont pas complètement pris la mesure de cette souffrance, même pour des gens qui n'ont aucune intention de voyager ni d'aller ailleurs. Savoir qu'il existe des échappatoires quelque part sur Terre, ça fait du bien, quoi. C'est pour ça aussi que quand je parle des Givaro, je sens
il y a souvent, toutes les personnes qui parlent de ces sujets-là l'ont senti, la volonté d'exotiser les... C'est effrayant, ouais. d'y voir, de dire, mais c'est quand même un ailleurs, ils sont quand même complètement différents, ils sont pas... Et donc il y a un désir d'imaginer qu'il existe sur Terre des environnements où le rapport au monde est réellement autre, et en l'occurrence sur la ZAD ça fait vraiment ça, quoi. Est-ce que du coup le titre de ton dernier livre fait écho à un mythe un peu vivant, un nouveau récit Ouais, mythopoïèse. Ouais, que j'ose pas prononcer. Bah ouais. Moi non déjà, plus, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas trop. Parce que j'ai vu Damasio l'utiliser, Bah, j'ai vu Morisot l'utiliser. Ouais, non, bah, je n'avais pas d'idée. Hein. Il y a un moment où le titre, c'est quand même, tout le monde le dit, mais c'est vrai, quand on l'a pas dès le début, c'est extrêmement difficile à trouver. Et donc voilà, j'avais pas d'idée, la deadline arrivait. Et mythopoïèse, j'ai... Pragmatique. Voilà, c'est ça. Et je m'en suis sorti avec un mot compliqué que personne comprend, plutôt que de donner un titre bateau. Et en l'occurrence, ouais, j'ai découvert le mot dans la postface que Alain Damasio a écrit à la recomposition des mondes, où il dit que ma BD contribue à la mythopoïèse de la ZAD. Donc j'étais très fier. Je savais pas du tout ce que... Et comme je trouvais pas de titre, j'ai envoyé mythopoïèse à l'éditeur, plus comme une sorte de blague en goûtant d'avance le mail embarrassé que j'allais recevoir en retour de la part de l'éditeur. Et à cause de tant d'embrouilles internes, apparemment à Stankies, d'une employée qui voulait faire chier la direction et qui a milité pour qu'on garde mythopoïèse, et ils ont accepté. Mais j'ai été très embêté quand ils m'ont dit d'accord, ça va. J'espérais qu'on rentre dans un processus de recherche collective d'un autre titre, mais donc voilà, mais Morisot m'a tout de suite envoyé un mail émerveillé en disant c'est du génie d'appeler une BD comme ça, et un suicide commercial. Et voilà, donc ça a au moins fait plaisir à une personne sur Terre, ce titre. Mais, et toujours tu comprends pas trop Si, c'est censé être, ça décrit le processus de genèse des mythes. D'accord. Et effectivement, dans un environnement comme la ZAD, où il y a vraiment cette idée que le monde se recompose sur des bases vraiment autres, c'est-à-dire des rapports avec les non-humains qui sont intégrés à la vie sociale, chose qui est rendue possible pour les gens qui suivent par le fait que la sphère économique a été mise à distance, que sur la ZAD, les moyens de production, en gros, ne sont plus soumis à une logique économique, mais à des décisions collectives. On décide collectivement ce qu'on ressent comme étant désirable, et c'est ça qui guide les activités productives, agricoles, artisanales, etc. Et du coup, c'est cet affranchissement partiel des règles économiques, et la mise évidemment au premier plan de relations d'entraide, enfin tout ce qui contribue sur la ZAD à la réincrustation du monde économique dans la réalité de la vie sociale, qui permet, et moi j'essaye de dire, qui quasiment détermine, en tout cas ouvre les espaces qui permettent de tisser un nouveau type de relations non humains. Et donc voilà, c'est ce qui s'y passe est si ambitieux que ça va aussi évidemment avec la genèse de nouveaux mythes, de nouveaux récits, de nouveaux... Je participe en ce moment à une espèce de groupe de réflexion sur la ZAD, sur les rituels. Oui, sur ce que c'est. Parce que mythopoïèse, c'est la construction consciente de mythes, si j'ai bien compris, quoi. D'accord. Enfin, en tout cas. Et du coup, est-ce que c'est pas paradoxal de construire des mythes et des rituels consciemment? Est-ce que c'est pas forcément des choses qui émergent petit à petit d'un conscient collectif, d'un certain nombre de pratiques, etc. Est-ce que ça a un sens de créer un rituel, par exemple? Et donc on essaye de dire sur la ZAD que oui, ça a un sens, et qu'on peut créer et s'adonner imaginer des rituels en puisant par exemple dans l'animisme amazonien, sans être soi-même animiste, et faire ça au second degré. Mais que même au second degré, à partir du moment où on y passe du temps, où on s'investit, etc., et ben ça joue son rôle fondamental, qui est de densifier, complexifier les relations affectives qu'on a à l'environnement. Je raconte un petit peu ça à la fin de la BD, même faire des offrandes, offrir des clopes et du rhum à un arbre, par exemple, pour tout un tas de raisons, même si on ne croit pas, aucun d'entre nous pense que l'arbre va le boire, et ni même être reconnaissant, eh bien ça fait quand même qu'on aura encore plus de mal ensuite à voir cet arbre comme une ressource, comme du bois, et la forêt qui l'entoure comme une ressource à gérer, quoi. Ça devient vraiment des sortes de voisins, enfin les liens affectifs se densifient et s'épaississent via des rituels, y compris quand ils sont faits au second degré. Et une des idées politiques derrière ça, c'est aussi de ne pas laisser ne pas laisser le réenchantement du monde au mystique, quoi. De dire, il n'y a pas besoin d'être mystique pour avoir des relations affectives aux arbres, à la forêt et au territoire. Et ça serait extrêmement dommage. Là, on est vraiment à un tournant, justement, où même
même la gauche qui issue des traditions les plus productivistes, marxistes, productivistes, etc., commence à dire, c'est dans le dernier livre de Ruffin, par exemple, il répète ça, comme quoi il a passé sa vie à parler de redistribution des richesses, etc., mais que là, on est à un tournant où la gauche doit se ressaisir de questions beaucoup plus existentielles, et même réussir à parler de spiritualité, même si même pour moi, c'est extrêmement difficile d'utiliser ce terme. Et donc, c'est pour ça ça serait très dommage de laisser ce champ-là aux mystiques. Il n'y a pas besoin de croire aux énergies, etc., pour réenchanter le monde. Et on peut tout à fait avoir un enchantement compatible avec la démarche scientifique sans rejeter sans rejeter tout ce qu'a pu apporter l'Occident moderne. D'où mythopoïèse. Mais c'est une construction qui est faite a posteriori pour justifier un titre dont la genèse est beaucoup moins noble que ça, quoi. Bon, bah, notre demi-heure est passée. Du coup, on va pas manger la vôtre de demi-heure. J'imagine que vous avez plein de questions, donc on va les prendre. Alors, allez-y. Oui. Je connais pas en l'occurrence celui-ci, mais c'est tous les ceux qu'elles sont intelligentes, qu'il y a des formes de communication, c'est pas parce qu'elles ont pas un cerveau comme nous, mais elles en ont qui est diffus, etc. Oui. Après, ça contribue du même mouvement. Le prochain livre de Morisot, il a fait cette proposition-là, quoi, de voir dans quelle mesure on peut déplacer un peu l'épistémologie des sciences, et par exemple que on accepte d'utiliser un vocabulaire intentionnel pour parler des végétaux, de dire que de parler de désir, de croyance, etc. Dans quelle mesure c'est faisable, en tout cas qu'il ne faut pas se l'interdire. Et ça va ensemble. Après, là, ce qu'on propose sur la ZAD, l'idée de rituel au second degré, ça va bien au-delà de ça. Disons, on peut puiser dans un imaginaire qui déborde complètement les sciences occidentales, y compris se comporter comme des animistes, quoi. Même, et ça, moi, ça me parle aussi parce que c'est un truc que j'expérimente depuis longtemps, mes premiers voyages en Amazonie, alors pas les tout premiers, c'était pour voir les oiseaux, mais ensuite, à l'adolescence, ça a été assez vite d'aller se droguer et d'aller ingurgiter tous les trucs hallucinogènes que composent les Indiens. Et on s'est retrouvés souvent avec une bande de crétins de potes à rejouer des rituels chamaniques ou des trucs comme ça, mais vraiment pour... on est très étonné de voir à quel point ça prend quand même, quoi. Même si on n'y croit pas du tout, qu'on est complètement dans le registre, un truc presque en train de se moquer, quoi. Et néanmoins, ça fonctionne. Et en fait, après, j'ai découvert que beaucoup d'anthropologues disent que un rituel n'est quasiment jamais fait au premier degré par personne, quoi. Que même si tu interroges en Amazonie, c'est flagrant chez les Jivaros. Tu as l'impression qu'ils sont extrêmement concentrés dans leur truc, extrêmement sérieux, et 2 minutes, ils s'en moquent, et 2 minutes après, ils s'en moquent, et ils font des blagues dessus, et on n'est jamais complètement dedans. Donc il n'y a pas d'antagonisme à faire des rituels avec toute une partie imaginaire qui vient se greffer là-dessus, sans avoir besoin d'être convaincu par ce qu'on fait, quoi. Et donc ça peut puiser son imagination dans ce nouveau vocabulaire scientifique qui parle de l'intentionnalité des armes, de la communication, etc. Mais pas seulement, ça peut puiser de façon bien plus large que ça, quoi. Mais ils le font, hein, d'une certaine façon. Moi je trouve évidemment que c'est trop mou, mais je leur ai posé explicitement la question, hein, parce que par exemple, alors je sais pas si je peux balancer comme ça, oui bon on s'en fout, Christophe Bonneuil qui est chercheur en histoire, qui est très impliqué sur la ZAD, la barricade des mots, etc., et qui est accessoirement l'éditeur de ma BD sur la ZAD, qui est l'éditeur de la collection Anthropocène, lui le dit ouvertement, qu'il n'a pas envie d'être mis au placard académique et qu'il est extrêmement prudent dans ses prises de position publiques. Ouais, il m'a appelé en panique après un passage que j'ai fait à la grande table de France Culture où il m'a dit mais t'es complètement malade de dire des trucs pareils. Enfin, sauf que moi j'ai pas du tout, comme je suis hors de ce milieu-là, ça me touche pas. Mais voilà, mais par contre c'est vrai que c'est un argument que j'entends, que je sais que parce que quand j'étais chercheur en sciences cognitives, alors pour le coup c'était un domaine pas du tout politisé ni rien, donc ça avait rien à voir avec les positionnements politiques. Mais quand je commençais à exprimer de plus en plus de doutes sur la discipline, j'ai vécu l'ostracisation douce, quoi, du milieu, où c'était sans doute pas conscient pour la plupart des gens, mais juste on t'appelle moins, on te tourne un peu le dos dans les peu de thèse, et c'était vraiment dans peu de choses, et en plus c'était pas mes amis, j'avais une vie sociale ailleurs, donc je dépendais pas d'eux, mais néanmoins c'était très pénible, quoi. Et de voir à quel point c'était surprenamment pénible, ça m'a rendu indulgent pour des phénomènes type l'autocensure dans le milieu scientifique, dans le milieu journalistique aussi,
enfin, parce que ça, je suis confronté à ça tout le temps, évidemment. Et donc voilà, il y a des phénomènes d'autocensure comme ça, très puissants. Donc pour lui, un certain nombre d'autres gens, sans doute Pierre Charbonnier aussi, par exemple, enfin, des gens comme ça qui sont quand même contents et qui n'ont pas envie de perdre la parole publique qu'ils ont, préfèrent avoir une stratégie d'approche en douceur, quoi. Morisot m'a juré que c'était pas du tout ça. Lui, apparemment, il est content avec son poste, il aspire pas du tout à mieux, il a de toute façon pas trop de collègues, et c'est pas, c'est pas du tout ça, m'a-t-il dit, qui le retient. Nastasia Martin, elle est à la recherche d'un poste, donc elle m'a dit qu'en théorie, elle devrait être prudente, mais que c'est complètement contraire à son tempérament et elle s'auto-censurera absolument pas. Non, là, le souci, c'est pas, je crois pas que ce soit un truc de peur de prendre une position politique trop radicale, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur... Moi, voilà, quand je dis j'aimerais bien un truc qui soit à la fois mangeable par le milieu académique, mais un peu indigeste, on n'est pas d'accord sur... Et quand je propose ma formulation, Morisot me dit, mais ce que tu proposes là, c'est parfaitement digeste, c'est cliché, quoi. Dire, voilà, le monde économique est incompatible avec ce qu'on propose, voilà, la marchandisation du monde, blablabla, on a entendu ça 1 million de fois, c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Donc pour l'instant, les divergences, c'est plus quoi dire précisément, quoi. Il l'est un peu, non? Ou pas? T'as pas eu cette impression? Enfin, en tout cas, il fait dès qu'il peut des éloges de la ZAD, quoi. Ça lui a beaucoup plu, il était ravi. Et il est très... Mais après, il y a quand même pas de neutralité, mais une position surplombante de l'anthropologue qui néanmoins quand même nivelle un petit peu et observe les rapports de force de l'extérieur en essayant de ne pas y prendre trop part, quoi. Il y a quand même cette volonté-là, enfin, j'imagine. S'il est reconnu, alors par de la nature et culture, aux dernières nouvelles, la traduction était bloquée en anglais, je ne sais pas si c'est... s'il a fini par être traduit, vous savez pas? Oui, je crois qu'elle existe. Elle existe, mais en tout cas, ça a mis très longtemps à sortir. Ah non, moi j'aurais tendance à penser que c'est quand même un mouvement assez international, mais c'est une bonne question. Je suis pas complètement sûr. Il y a quand même, je sais pas où ça en est la philosophie environnementaliste dans le milieu anglo-saxon, mais disons Descola et tout ce mouvement-là, c'est quand même construit en opposition avec l'environnementaliste à l'anglo-saxonne, américain notamment, avec le concept de wilderness, d'une nature intouchée, d'une nature vierge, une espèce de temple duquel il faut extraire les activités humaines pour qu'elles retrouvent cette espèce de pureté originelle, tout ça. Ça, c'est la tradition, mais qui est largement dépassée, j'imagine, quoi. En tout cas, ça vient de ça. Et les notions de vivre avec, de tisser, d'intégrer les activités humaines au sein des processus naturels et d'intégrer les processus naturels dans les activités sociales. Enfin, tout ça, c'est construit en opposition à l'espèce de dichotomie qui vient du milieu anglo-saxon. Donc eux, j'en sais rien, c'est une bonne question. Je sais pas où ça en est. Quelqu'un sait? C'est pas simple, quoi. Alors peut-être c'est cet aspect un peu confus, abscon, tout ça, de la première fois où on lit. Ouais. Quand vous l'expliquez, c'est des légendes, hein, voilà. Mais lui, c'est pas ça, quoi. Non, il y a les lances du crépuscule, c'est quand même très lisible, il me semble. Son récit c'est de là que vient où il n'a pas encore théorisé ces concepts d'animistes et tout ça, mais en tout cas, c'est là qu'il dit qu'il n'y a pas de nature chez les Jivaros, qui raconte qu'il n'y a aucun mot nature dans les langues amazoniennes, et où il décrit, lui, son renversement, où il était arrivé là-bas en voulant étudier des Indiens proches de la nature, et qui donc ça, dans les lances du crépuscule, il me semble que c'est extrêmement lisible. Par de la nature et culture, effectivement, qui est un énorme pavé théorique, et tous les gens qui l'ont lu, il y a des dizaines et des dizaines de pages où on comprend rien, c'est normal, il faut accepter que... c'est un peu à mi-chemin, c'est quand même un texte spectaculaire qui est un peu entre, disons, la philosophie continentale et la philosophie analytique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses extrêmement claires qui confinent à la banalité, et en même temps des phrases vraiment qu'il faut voir presque comme des poésies évocatrices, et tout le monde y trouve quelque chose à puiser qui sert d'outil intellectuel, quoi. Il faut y voir un espèce de gros réservoir à outils de dérangement intellectuel, mais effectivement l'effort peut être... Après, il a écrit d'autres trucs, mais du coup, c'est quoi le lien entre là? Parce que Isabelle Stenger, elle est complètement incompréhensible aussi quand elle s'y met. Et finalement, le seul qui a fait vraiment des efforts, il me semble, enfin non, alors Nastasia Martin dans une certaine mesure, les âmes sauvages, c'est Descola appliqué
d'abord à l'Alaska, et du coup, où vraiment la rencontre entre une conception indigène des rapports aux non-humains comme complètement mêlés à la vie sociale, et la conception occidentale, là pour le coup du parc national à la wilderness, et toutes les incohérences que ça véhicule, vu que ces parcs nationaux, soi-disant de nature complètement vierge, etc., sont gérés par des gens, généralement des urbains, qui voient ça de loin et qui vont y faire une semaine de rafting à l'an et qui ensuite écrivent un livre sur la beauté d'expériences qu'ils ont ressenties, etc. Donc vraiment, les âmes sauvages de Nastasia Martin, c'est vraiment du Descola appliqué au cœur du problème, et je crois que c'est très lisible, quoi. Enfin, en tout cas, et Morisot, clairement, entre les diplomates et la piste animale, il y a un énorme effort de lisibilité, il me semble, mais ça répond pas à la question de où en est la philosophie anglo-saxonne, la philosophie de l'environnement. Vas-y. Une des puissances de la façon dont Descola pose ses ontologies, c'est qu'il rappelle qu'on les a tous en nous en puissance, quoi. C'est que on se comporte tous régulièrement comme des petits animistes. Quand on parle à son animal domestique, quand on animise des objets, quand on a de l'affection ou au contraire de la haine pour son ordinateur portable, quand un éleveur... Enfin, on est ponctuellement tous des petits animistes. Il y a énormément d'éléments aussi du totémisme aborigène dans la façon dont on manipule les métaphores, dans tout un tas de... Et l'analogisme, évidemment. Voilà, l'Occident a été analogiste. Bon, peu importe, on se fout des détails, mais c'est Descola taille de façon très jolie, avec vraiment une espèce d'élégance conceptuelle, 4 grandes façons d'être au monde. Et donc l'animisme en Amazonie, en Amérique du Nord et un peu en Sibérie, le naturalisme chez nous. Et il établit un symétrique entre les deux, c'est-à-dire que le naturalisme à l'occidental, c'est les corps de tous les êtres animaux, végétaux et humains répondent à peu près aux mêmes lois de la biologie et de la physique, mais l'humain est mis à part, soit parce qu'il a une âme, soit parce qu'en tout cas il a des facultés de pensée, d'intentionnalité, etc., qui le mettent à part. Et l'animisme amazonien, c'est le symétrique de ça, c'est tous les esprits qui habitent chaque plante, enfin les facultés intellectuelles et sentimentales et sociales des plantes et des animaux et des humains sont rigoureusement identiques, mais elles sont incarnées dans des corps différents. Et ce qui différencie les êtres entre eux, c'est les spécificités corporelles. Et encore une fois, quand on parle à son chat, quand on lui demande ce qu'il veut, etc., on se comporte comme un animiste. Le totémisme australien, c'est une continuité entre les intériorités et les corporalités, tant des humains, des plantes et des animaux, et des grands groupes, des grandes familles totémiques où on partage plus de propriétés que les autres. Et l'analogisme, c'est le désordre complet, les intériorités et les corps sont tous différents, tous explosés en plein de propriétés particulières, et on redonne de l'ordre au cosmos par des liens analogiques, quoi. Donc, le Descola nous dit que l'Occident, jusqu'à la Renaissance, en gros, était principalement analogiste. La médecine, la théorie des signatures en médecine, de considérer que des éléments interagissent parce qu'ils se ressemblent, c'est une trace analogiste. L'astrologie aujourd'hui, c'est un reste analogiste dans l'Occident. Donc, en tout cas, ces façons d'être au monde, on les a tous en potentiel en nous. Elles se basent sur des intuitions partagées par l'ensemble des humains. Mais ce qui fait la différence, c'est lesquelles de ces intuitions façonnent les institutions sociales, quoi. Qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui structure notre rapport collectif au monde. Et on peut tous être ponctuellement animistes, mais par contre, ce n'est pas les intuitions animistes qui façonnent les institutions politiques qui régissent nos comportements collectifs, quoi. Alors qu'en Amazonie, c'est le cas. C'est infiniment complexe parce que les cultures s'hybrident, se croisent de toute façon depuis toujours. Donc là, moi, évidemment, je vis en ce moment l'arrivée du capitalisme chez les Jivaros. En l'occurrence, ça prend très bien, parce que les Indiens d'Amazonie, et notamment les Jivaros, sont extrêmement individualistes. Donc même s'ils sont à l'écart des logiques économiques, c'est des principes qu'ils prennent vraiment tout seuls chez eux, quoi. Notamment, là, il y en a dans la petite communauté où je vais régulièrement, Napura, il y en a un qui a touché de l'argent, qui s'est acheté une tronçonneuse, et il la loue à prix d'or aux autres membres de la communauté, y compris pour la réalisation de travaux collectifs. Et personne comprenait pourquoi ça me choquait, quoi. Non, c'est la sienne, c'est normal que... Bref, et en tout cas, ce qui n'est pas du tout le cas dans les Andes, où il y a une structure communautaire qui transcende l'individu, et là, pour le coup, c'est beaucoup plus
beaucoup plus difficile de faire rentrer les logiques économiques, en tout cas brutes comme ça, enfin, de soumettre les moyens de production à l'économie. Les Andes résistent plus, mais c'est impossible de dire juste il faut protéger ça. Enfin, il n'y a pas de moyen de... Il n'y a pas de moyen de le faire. Déjà, dans la démarche de protection, par ailleurs, c'est déjà une forme de domination. Enfin, dire on les met sous... Enfin, donc c'est... Bah, bien sûr, mais malheureusement, il n'y a pas de... Enfin, l'hybridation est déjà en cours, quoi. Et donc, le sujet d'espoir vient plutôt de l'autre côté, de voir que ça émerge chez nous, dans les ZAD, par exemple, qu'il y a des territoires étendus qui réussissent à mettre à distance la sphère économique et à inventer des nouveaux rapports au monde. Par contre... essayer de protéger, c'est extrêmement délicat, c'est une question infiniment complexe, quoi. On peut pas évidemment les empêcher parce qu'il y a bien entendu une fascination des Jivaro, notamment pour la possession d'objets matériels spectaculaires, ça évidemment. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Alors ils s'en moquent aussi d'une certaine façon. Là, on est en cours d'hybridation. Moi, je connais la façon, le chemin d'hybridation qui se passe chez les Jivaro, mais j'imagine dans chacune des communautés qui ont été tenues un peu à l'écart de ça à travers le monde, la voie que prend l'hybridation crée des effets différents et chaque cas est unique. L'animisme amazonien, c'est pour l'instant pas trop le cas. C'est parce que justement, c'est un rapport au monde qui peut supporter une hybridation progressive avec le naturalisme occidental, ce qui n'est pas le cas sans doute du totémisme australien. C'était tellement divergent que là, quand la rencontre se fait, c'est vraiment le monde qui s'effondre. Quand vous vous retrouvez avec une station essence sur un site totémique dont vous supposiez que c'était un réservoir d'âme enfant qui permettait de créer, etc., c'est vraiment un univers qui s'effondre d'un coup. Et donc là, effectivement, on n'a plus tellement d'autres solution que d'être alcoolique dans la station essence en question. Mais l'animisme, ça permet des hybridations plus progressives et ça fait toutes sortes. Vraiment, même en Équateur, même chez les Shuar, c'est un des sous-groupes Jivaro, selon le nord et le sud, les trajectoires, à cause des hasards du moment, les trajectoires d'hybridation sont distinctes, ça donne des effets différents. Il y a très vite des espèces de retours un peu néo-indigénistes qui ont avant tout une motivation identitaire, souvent, chez les Shuar notamment, et qui du coup se saisissent d'un certain nombre de sujets de l'écologie internationale pour se donner de la puissance politique. Et ils font ça de façon extrêmement opportuniste, notamment ils se ressaisissent souvent du concept de Pachamama, qui est de la terre-mère, qui est un concept qui vient des Andes, qui n'a aucune place dans l'animisme amazonien. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils disent, mais ils sentent que ça prend pour s'attirer la bienveillance des ONG internationales par les Pachamama, ça fonctionne très bien. Et il y a des effets vraiment marrants. Des scholars parlent souvent de Sarayaku, qui est une communauté en Équateur, qui est très hybride, où il y a à la fois des Shuar, des Quichua et d'autres, et qui s'est créé dans les 30 ou 40 dernières années. Et du coup, pour essayer de défendre leur bout de terre, ils ne peuvent pas mettre en avant l'ancestralité indigène et jouer sur la mythologie du lien à la terre, des ancêtres, etc., vu qu'ils sont là depuis 40 ans. Et du coup, ils ont dû faire preuve d'un peu plus d'imagination, et ils ont mis en avant ce nouveau rapport au non-humain. Enfin, ils ont lu des scolaires et ils ont pris ça en disant que ce qui donne la valeur de leur lieu et ce qui justifie leur appartenance à l'endroit, c'est pas les ancêtres, mais c'est le type de lien particulier qu'ils ont su tisser avec les non-humains du lieu. Enfin, en tout cas, ça donne partout c'est effectivement très proche de la ZAD. Ça revient un peu à ce que je disais avant, que les structures de rapport, les différents rapports au monde dont parlent des scolaires, ce qui compte, c'est les institutions implicites ou explicites qui façonnent le rapport collectif au monde. Et on peut tous œuvrer à devenir des petits animistes, chacun dans notre coin, ça ne changera absolument rien, quoi. S'il n'y a pas une attaque frontale envers les institutions et ce qui les verrouille, à savoir l'économie en gros, ça ne changera pas grand-chose. Après, ça n'empêche pas chacun de son côté à œuvrer à retravailler ça. Et ça, il y a plein de façons. Moi, je m'en aperçois dans mon rapport personnel à l'ornithologie, que j'étais donc ornithologue un peu intégriste quand j'étais petit, mais j'avais un rapport très scientiste, très occidental, où je ne voyais que des espèces, quoi. Et par exemple, la lecture de Vinciane Després, Habiter en oiseau, qui incite à voir des individus avant de voir des espèces, de constater que voilà, les rouges-gorges de son jardin n'ont pas tous le même tempérament, etc. C'est un pas intéressant, c'est un exercice, et pour le coup, c'est vraiment un exercice intellectuel à faire, apprendre à voir des individus, parce que c'est pas spontané, enfin, en tout cas quand on est des occidentaux, et ça change effectivement les choses, vu que les relations de sujet à sujet, on les tisse avec des individus, quoi, pas avec des espèces. Et donc des petites choses comme ça, mais par contre, c'est ça ce qui
qui m'a fasciné sur la ZAD, c'est que voilà, il y a vraiment quand même une opposition entre le développement personnel, les efforts personnels qu'on fait dans son coin, même en collectivement, et la volonté de défaire des structures sociales qui verrouillent un rapport au monde particulier, quoi. Et ce qui est assez fascinant sur la ZAD, c'est que il y a vraiment les normes implicites qui maintiennent le groupe sont d'une nature autre, et donc quand on arrive là, et ce qui est marrant, voilà, c'est que même pour les gens qui n'ont aucun intérêt, toi, tu vois, tu parles d'un intérêt petit, d'efforts personnels, etc., mais sur la ZAD, même des gens qui vraiment n'ont aucun intérêt, qui ont toujours vécu en ville, qui n'ont pas le moindre intérêt pour la nature, qui n'ont aucune connaissance naturaliste, quand ils arrivent là, pour n'importe quelle raison, purement politique par exemple, ou quelle que soit la raison, ça devient immédiatement spontané, parce que tu baignes dans un environnement social, de ne pas considérer la forêt comme une ressource ou une zone à protéger. Ça devient, personne n'emploierait des arguments type service écosystémique sur la ZAD en croyant bien faire, quoi. Ça sonnerait vraiment complètement faux, quoi. Personne parlera de protection, personne n'envisagera de séparer les questions sociales et les questions environnementales. Enfin, et donc, c'est ça le point clé, c'est que se changer soi, apprendre à être un petit animiste, c'est super, mais sans en passer par une étape lutte collective, organisation collective et affrontement vraiment explicite d'un ensemble d'institutions et de personnes derrière ces institutions, il n'y aura pas de basculement collectif, quoi. C'est une grosse question. Je crois que c'est la question à laquelle se Colette Morisot dans son prochain livre. C'est sur. Après, moi, si je prends mon exemple, c'est vrai, je me suis aperçu que j'avais un rapport très sujet à objet, pour le coup, avec les oiseaux, que pourtant j'aimais, je connaissais, machin, et malgré la familiarité, parce que j'ai appris les chants quand j'étais petit, donc ça donne vraiment un truc où les chants résonnent pour moi vraiment quasiment comme de la voix humaine, quoi. J'ai un truc très... Mais néanmoins, il y avait effectivement ce regard plutôt scientifique, quoi, de objet à étudier, fascinant sans doute, mais objet, quoi. Mais néanmoins, il y a plein de... Disons, le rapport de sujet à sujet n'est pas incompatible avec la démarche scientifique, même si elle en fait des objets, mais la science s'accommode très bien de chercheurs qui ont des liens affectifs à leur objet d'étude. L'incompatibilité est vraiment avec le monde de l'économie, pas avec... mais du coup, œuvrer à... déjà avoir conscience de ça, quoi. À la fin d'un stage de botanique en montagne, tu fais un rituel complètement au second degré, et tu fais l'effort de voir un individu plante avant de voir une espèce. Enfin, tu vois, ne serait-ce que d'avoir conscience de ces deux modes de relation, c'est sans doute utile, parce que c'est vraiment deux attitudes psychologiques différentes, quoi. Et on bascule très vite de l'un à l'autre, quoi. Y compris chez des humains. Enfin, tu vois, oui, c'est ce que je voulais dire. Déjà commencer par essayer de trouver et c'est une expérience qu'on fait en permanence. Enfin, c'est l'exemple bateau que je prends dans la BD sur la ZAD, c'est quand tu vis en ville, tu as appris pour te protéger à enjamber des SDF et des migrants en les voyant comme des obstacles, quoi, parce que si tu commences à les voir comme des personnes, tu deviens simplement cinglé, quoi. Mais il suffit d'une interpellation de quelqu'un qui dit frérot, machin, là tu te retournes, tu te croises un regard, et ça devient d'un coup un sujet, et ça donne un petit peu de vertige, quoi. Tu te sens d'un coup à sa place, et il y a tout qui bascule, quoi. Et donc on va dans les deux sens en permanence, donc y compris avec les non-humains, il y a vraiment un effort attentionnel pour shifter de l'un à l'autre, et c'est vraiment pas les mêmes capacités cognitives qu'on mobilise, quoi. Dans un cas, c'est vraiment du calcul utilitaire, tu pèses le pour et le contre selon tes intérêts, et dans l'autre, tu te mets dans une certaine mesure à la place de celui que tu as en face, et il y a plein de degrés de se mettre à la place d'eux, quoi. Tu peux avoir... et selon Morisot, dans la piste animale, un des degrés ultimes, c'est que tu l'acquiers par le pistage, en apprenant à suivre les traces, et notamment dans les moments où tu perds la trace, et tu dois te basculer dans ce qu'il appelle le pistage spéculatif, c'est-à-dire tu rentres dans une prairie, tu perds la trace du chevreuil que tu étais en train de suivre, et tu dois imaginer où est-ce qu'il serait allé en t'imaginant avoir un corps de chevreuil. Tu dis, si j'étais un humain, je serais allé là, mais peut-être que du coup, avec mon corps de chevreuil, je vais aller plutôt là. Et c'est une expérience que les Indiens d'Amazonie ont en permanence, quoi, de se sentir dans un corps autre. Surtout que quand tu es animiste, quand tu as un autre corps, tu deviens, comme ce qui fait la différence entre les êtres, c'est la forme corporelle. Quand tu t'imagines incarné dans un animal, tu deviens vraiment, au sens propre du terme, l'animal, quoi. Et donc, pareil, ça fait partie des exercices possibles pour développer ces facultés empathiques, dans le sens simuler le corps de l'autre, qu'on peut apprendre à développer, quoi. Oui, complètement. Et pareil, j'arrête pas de le citer, c'est tout l'objet de Morisot, son ennemi théorique, c'est presque plus l'anthropomorphisme, c'est réussir à... dans l'animisme amazonien, on pourrait
c'est une forme d'anthropomorphisme extrêmement particulière, mais poussée à l'extrême dans ces versions perspectivistes. Chaque plante, chaque animal a une société équivalente aux sociétés humaines, mais simplement, il la projette sur une nature différente, quoi. C'est mais en tout cas, dans cet exercice-là, effectivement, la difficulté, c'est de tenir compte du point de vue de l'autre en respectant ses puissances animales, comme dit Morizot. C'est-à-dire, c'est pas un humain. Et c'est pour ça que le pistage spéculatif, c'est aussi intéressant. C'est que tu dois plus pas penser comme si le chevreuil était un humain, mais comme si toi, tu avais un corps de chevreuil. Mais effectivement, alors je suis pas complètement sûr de comprendre pourquoi il s'en prend autant à l'anthropomorphisme, parce que ça me semble pas si grave, mais en tout cas la difficulté intellectuelle vraiment, c'est de réussir à réenchanter les plantes et les animaux sans en faire des humains. Moi, il m'a dit que c'était le problème, que mes anges parlent comme des humains, et du coup, ça fait comme si on pouvait pas les enchanter en tant que mes anges. Je fais bon d'accord, mais c'était pas du tout mes intentions de. Mais ok. Merci.